Merci mon ami Hassan, merci à tout le bureau de la Société marocaine de pédiatrie de m'avoir invité à être parmi vous d'abord et de parler d'un sujet qui me tient à la fois à cœur, qui est assez fréquent malheureusement, assez compliqué, pour lequel il n'y a pas tellement de traitement. Alors la mienne, c'est infection virale. Voilà, donc je vais essayer d'aller pas trop vite, mais de rester dans les temps. Donc l'infection virale, je vais traiter trois types d'infections virales. L'herpès virus simplex, le C1V, et s'il nous reste du temps, on parlera un petit peu de la varicelle. Donc pourquoi l'herpès? Parce que c'est celui pour lequel on a le plus de traitements et pour lequel celui qui a le plus de complications. Donc l'herpès virus simplex, c'est une infection qui est due à deux types de virus, le HSV1 et le HSV2. Et on sait que quand il y a une femme naïve qui fait sa primo-infection herpétique, le risque de transmission au fœtus est de 60%. Ça veut dire qu'il y a d'énormes complications pour ce fœtus. Alors que quand une femme a déjà fait des infections auparavant, ce qu'on appelle les formes récurrentes, le risque de transmission au fœtus est très faible, de l'ordre de 2%. Il y a certaines femmes qui s'infectent à HSV1 et elles font secondairement donc une infection de type génital. C'est ce qu'on appelle les infections non primaires, parce qu'elles ont été déjà en contact avec le virus herpès virus simplex, mais ce n'était pas le même. À ce moment-là, on les appelle les infections non primaires, et la transmission là, elle est du 1/4, c'est-à-dire 25%. Alors, l'herpès congénital, donc il y a trois modes de transmission materno-fétale. Il y a d'abord la transmission intra-utérine, la transmission postnatale et la transmission postpartum, qui est la plus fréquente, 85% des cas. Et ce mode de transmission, il est lié essentiellement aux facteurs de risque, en particulier maternels. Ça veut dire le statut sérologique de la mère, c'est-à-dire également la durée de la rupture de la poche des os et également le mode de délivrance. Naturellement, le type de l'herpès intervient. Je n'avais pas voulu que ça soit comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que c'est le... Alors, les formes de la femme enceinte, il faut savoir que chez la femme enceinte, la plupart du temps, il n'y a pas de signes cliniques. Dans les 2/3 des cas, elles sont, plus de ça, les formes sont asymptomatiques. Ou quand elles ont des symptômes, elles ont des espèces de prodromes qui sont souvent non typiques. En particulier lorsqu'il existe des récurrences, c'est-à-dire 75% des cas, vous n'avez pas de signe. Ce qui fait que le pédiatre, l'obstétricien doivent être très prudents et au moindre doute, quand on suspecte un herpès génital, c'est-à-dire qu'il y a une lésion vue où la dame rapporte un aspect de lésion à ce moment-là génitale et qu'elle dit qu'elle n'a pas eu d'antécédents ou elle n'a pas le souvenir d'avoir eu des antécédents d'herpès génital, dans ce cas-là, il faut vraiment déclencher une authentique enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la grossesse, soit ces signes apparaissent pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement. S'ils apparaissent pendant la grossesse, il faut compléter par une sérologie maternelle pour savoir quel est le statut de la mère. Si la mère a une sérologie positive, on est dans une situation de récurrence, le risque de transmission est très faible, de l'ordre de 2%. Là, on surveille, on fait strictement rien. En revanche, si la mère a une sérologie qui est fortement positive, qui est négative, sérologie qui est négative, à ce moment-là, on fera une PCR sur la lésion herpétique qui a été prélevée au niveau de l'endocole, et soit on est dans ce cas-là, on est soit dans une situation de primo-infection, c'est une femme qui n'a jamais été en contact avec l'herpès, ou bien dans une infection initiale non primaire. Elle était en contact avec un autre herpès, un autre virus, qui n'est pas de la même famille. Dans ce cas-là, on traite la femme. On la traite pendant 10 jours. Et le traitement, c'est soit par la cyclovir, soit par la valacyclovir. La cyclovir se donne par voie intraveineuse et la valacyclovir par voie orale. Dans ce cas-là, on la traite pendant 10 jours. Et on fait le suivi de la grossesse jusqu'au terme de 36 semaines. À partir de 36 semaines, entre 36 semaines et le jour de l'accouchement, on reprend un traitement. La plupart du temps par voie orale chez la mère, par du valacyclovir. Et on va prévoir l'accouchement. S'il y a eu plus de 6 semaines, c'est-à-dire qu'on a commencé à 36 et la femme, elle accouche à 41 ou 42 semaines, à ce moment-là, on a plus de 6 semaines de traitement, elle peut accoucher par voie basse, sans souci. Si en revanche, elle accouche avant, elle se met au travail avant, dans ce cas-là, il faut bien sûr prévoir une césarienne.
Ça, c'est dans la situation où les signes apparaissent pendant la grossesse. En revanche, quand ils arrivent pendant le travail, là, on n'a pas tellement le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sérologie maternelle, bien sûr, pour voir le statut de la mère, PCR sur la lésion, et on est dans deux situations. Et dans ce cas-là, on fait une césarienne. À quoi ça nous sert d'avoir la sérologie maternelle? Pour pouvoir prendre en charge le nouveau-né par la suite. Si on est dans une situation de récurrence, à ce moment-là, on s'occupe du nouveau-né, on va faire voilà. Donc on s'occupe du nouveau-né, on va l'examiner, on va désinfecter, on va faire un certain nombre de gestes qu'on va voir tout à l'heure, et puis par la suite, on le surveille. Par contre, si on est dans une situation de primo-infection, on le traite d'emblée en attendant les PCR. Chez le nouveau-né, il y a 3 types de formes cliniques. Il y a la forme qu'on appelle la cutanéo-muqueuse, il y a la forme qu'on appelle neurologique, et la forme disséminée. Et la forme cutanéo-muqueuse, c'est la plus simple. C'est celle où vous avez bien sûr des vésicules dans 100% des cas qui apparaissent chez un nouveau-né au bout d'une semaine à 10 jours après la naissance. Son incidence est assez faible, 20 à 45%, et normalement on traite ces enfants pendant 14 jours et tout rentre dans l'ordre. Parfois, il y a des récurrences chez ces enfants-là. Les formes neurologiques, malheureusement, et les formes disséminées sont les plus graves. Dans ce cas-là, on a un élément fondamental qui nous oriente quand on a un doute, c'est le bilan hépatique, les transaminases. Vous avez un enfant qui a des signes infectieux ou des signes neurologiques avec des transaminases très élevés, vous allez suspecter 2 virus, l'entérovirus ou bien l'herpès virus simplex. Et dans le cas du doute, on commence le traitement par l'aciclovir. Les formes disséminées, elles représentent quand même 25% des situations. L'incubation est assez courte, 5 à 12 jours, et vous avez à ce moment-là un dysfonctionnement d'organes. Vous avez une atteinte de tous les organes. Un enfant qui va avoir des troubles hémodynamiques, des troubles hépatiques, des troubles digestifs, des troubles neurologiques, et ainsi de suite. Et naturellement, c'est un état de choc septique, l'équivalent d'un état de choc septique disséminé. Les atteintes, malheureusement, du système nerveux central sont dans 60 à 75% des cas qui sont pourvoyeuses d'un taux de mortalité qui est très élevé, de l'ordre de 30%, et des séquelles de 15%. La prise en charge à la naissance, dans le cas où on a un diagnostic qui est fait en anténatal, elle est assez simple et assez codifiée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen clinique complet. On va nettoyer le bébé à la muquine. Nous, on utilise la muquine, mais il y a d'autres personnes qui utilisent un autre antiseptique. S'il y a une plaie cutanée, par exemple, parce qu'il y a une naissance par forceps, on désinfecte à la biseptine, on désinfecte au niveau des yeux, on met de la cyclovir ophtalmologique. On ne commence pas tout de suite le traitement quand on est dans des situations de récurrence. Quand on est dans une situation d'infection, donc de primo-infection, on commence le traitement le plus vite possible. Sachez que quand on tombe sur une présence de l'herpès virus simplex, chez le nouveau-né, il n'y a pas de portage. Contrairement au strepto ou la Escherichia coli ou la lysogerme, un nouveau-né qui est porteur d'herpès, il est infecté à herpès. Il n'y a pas de portage sain. OK? Alors, quand il y a un nouveau-né asymptomatique qui arrive en salle de naissance et on sait que la mère a eu des lésions génitales lors de l'accouchement, soit qu'elle a accouché par voie basse ou par césarienne. Dans ce cas-là, je suis désolé pour ces tableaux parce qu'il fallait faire ça en 7 minutes pour chaque thème, donc il fallait, voilà. Donc, que ça soit un peu... Donc, dans ce cas-là, on va prendre en considération toujours les antécédents maternels pour savoir si on est dans une situation de récurrence ou la primo-infection. Si la mère a déjà eu des antécédents d'herpès génital, on est dans une situation de récurrence, c'est la partie de l'autre côté. Récurrence, le risque est faible, 2%. Dans ce cas-là, aucun traitement, on fait le bilan. C'est-à-dire qu'on va faire la PCR sur le prélèvement de la gorge, le cavum, les yeux, et on nettoie l'enfant, et on fait la PCR, et on attend. PCR négatif, pas de traitement. PCR positif, on complète par une ponction lombaire, et on fait le traitement. L'avantage de la ponction lombaire secondaire, c'est de pouvoir d'abord informer les parents qu'il y a une atteinte neuronale, d'une part, et d'autre part, augmenter la durée du traitement. Donc ça, c'est la situation la plus simple. Par contre, quand on a un nouveau-né qui est asymptomatique, avec une mère qui a des lésions génitales lors de l'accouchement, à ce moment-là, et on n'a pas d'antécédent. Elle dit, elle ne se souvient pas. On fait une PCR, on fait une sérologie maternelle, soit on est devant une primo-infection ou là, une infection initiale non primaire, et à ce moment-là, on sait que le risque de transmission est très élevé, on commence le traitement tout de suite. Une fois qu'on a fait les prélèvements, on commence le traitement. On attend les prélèvements. Prélèvement positif, on continue le traitement. Prélèvement négatif, à ce moment-là, on peut arrêter les traitements. Si les PCR sont négatifs, tout est négatif.
il ne faut pas oublier de faire un bilan hépatique, parce que c'est un élément d'orientation. Ça, ce sont les infections anténatales. En postnatal, la contamination se fait assez souvent dans l'entourage. Et là, les infections postnatales représentent à peu près les 10% des infections herpès virus simplex chez le nouveau-né. Donc c'est essentiellement, ou voire exclusivement, c'est l'herpès HSV1, c'est le labial. La contamination se fait par l'entourage et l'infection, donc les signes cliniques dépendent de la charge virale. Plus vous avez un effet inoculum élevé et plus vous avez des signes cliniques et plus vous pouvez avoir une forme disséminée ou une forme grave avec une atteinte neurologique, ce qu'on appelle une méningoencéphalite. Et là où il y a le plus d'effet inoculum, c'est la gingivostomatite chez quelqu'un de l'entourage. Soit les parents, soit les frères et sœurs, soit les cousins, et ainsi de suite. Alors que les autres formes, c'est-à-dire l'herpès labial, la charge virale est assez faible. Dans ce cas-là, la contamination est assez faible. Et surtout, si on a un herpès récurrent chez la mère, l'enfant, le nouveau-né, est souvent assez bien protégé par les anticorps maternels. Alors, les anticorps maternels, ils neutralisent, comme vous le savez. Alors, soit la mère a un taux suffisant d'anticorps, dans ce cas-là, l'enfant, le nouveau-né est bien protégé. Lorsque la mère a un taux d'anticorps qui est faible, malheureusement, le risque, surtout quand il y a un contact avec un autre enfant qui a une gingivostomatite, le risque est très élevé. Voilà, je passe pour la prise en charge des formes. Voilà, donc là, on est devant deux situations. Vous avez un herpès ou vous avez une gingivostomatite. Devant un herpès labial, toujours la même histoire. Regardez l'histoire maternelle. La mère, elle a des récurrences. On est devant un enfant qui est protégé, donc il faut se contenter d'une surveillance clinique. Si la mère n'a pas de récurrence et on est devant une gingivostomatite où le risque de contamination est très élevé, avec un effet inoculum très élevé, il faut commencer d'emblée le traitement par la cyclovir, faire le bilan habituel avec la PCR chez l'enfant, plus le statut immunitaire de la mère. PCR négative, à ce moment-là, on revient à la surveillance uniquement pendant quelques jours parce que parfois l'éruption survient tardivement, comme vous le savez, entre 10 et 14 jours. Et si, par contre, la PCR est positive, on commence le traitement pendant 14 jours à 3 semaines. Le CMV. Le CMV, c'est une infection qui est très grave, comme vous le savez. La séroprévalence est d'environ 50% des cas. Ça veut dire qu'il y a 50% des femmes qui sont immunisées. Et la transmission, elle peut être soit en préconceptionnel, soit en périconceptionnel, soit elle peut survenir tout au long de la grossesse. Plus elle survient tardivement, et moins le risque est élevé. Plus elle survient précocement pendant la grossesse, et plus le risque est élevé. On est toujours dans le même mécanisme, celui de primo-infection où la mère elle a des anticorps. Primo-infection, la mère n'a pas d'anticorps. La transmission est très élevée et l'enfant peut être très symptomatique. La mère a des anticorps, transmission faible et le risque de signes cliniques est faible. Alors, il faut savoir que l'incidence est faible, 0,2 à 2,2% des naissances, en fonction de là où on se trouve, et elle est asymptomatique dans pratiquement 90% de cas. Et les formes asymptomatiques chez des nouveau-nés qui n'ont aucun signe, 10% peuvent développer une surdité, alors que 90% seront normaux. Quand les enfants sont symptomatiques, il peut y avoir deux types de formes. Soit une forme modérée, ça veut dire que c'est des enfants qui ont une petite atteinte hépatique avec des transaminases légèrement élevées, un ictère qui traîne, une petite thrombopénie, mais rien d'autre. Vous faites une IRM normale, tout est normal, et même ceux-là, ils peuvent avoir des séquelles neurosensorielles dans 30% des cas. Lorsque la forme est sévère, ça veut dire qu'il y a une fétopathie avec un enfant qui a des séquelles déjà vues, des lésions qui sont vues en anténatal, 7% de ces enfants peuvent être considérés comme normaux, alors que 93% peuvent être soit à risque de morbidité ou de mortalité. Quels sont les facteurs de risque? Toujours les mêmes. Statut immunitaire de la femme, primo-infection, toujours grave, parce que le passage transplacentaire est plus facile, alors que quand la mère a une sérologie qui est protégée, la transmission est faible, de l'ordre de 1 à 2%. Un autre élément fondamental qui intervient, c'est la prématurité, parce que le prématuré se défend beaucoup moins. Je passe là-dessus. Alors, cliniquement, donc je vous l'ai dit déjà, ça, je passe dessus. Alors, diagnostic de l'infection congénitale à CMV, il est assez simple. Donc, il y a une PCR à faire dès la naissance. Il faut la faire
sur les urines ou sur les crachats, sur la salive. Elle est un peu plus fiable sur les urines que sur la salive en fonction des laboratoires. Naturellement, il faut quantifier la quantité de ce qu'on appelle la charge virale en ADN qui permet à ce moment-là d'orienter. Elle oriente juste, elle ne détermine pas le type de traitement à faire. Deuxième élément, il faut faire un bilan global, la même chose, une exploration au niveau du fond d'œil, une échographie transfontanaire, une IRM cérébrale, tout un bilan avec des tests auditifs pour savoir dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est dans une situation monosymptomatique, c'est-à-dire un enfant qui a juste des auto-émissions qui sont altérées, ou un enfant qui a quand même une atteinte malheureusement viscérale. Est-ce que comment il s'appelle, la sérologie, elle aide? Oui. Lorsque les IgM sont négatifs et les IgG positifs, on est dans une immunité ancienne, donc on a moins de risque de transmission, moins de risque de signes cliniques. En revanche, lorsqu'on est devant une situation où les IgM sont positifs et les IgG sont également positifs, là on est soit devant une primo-infection, soit devant des récurrences avec la persistance des IgM positifs, et les IgM peuvent rester positifs pendant assez longtemps. Dans ce cas-là, il faut faire un test d'avidité. Lorsque le test d'avidité est faible, ça veut dire que l'infection est récente, auquel cas il faut être très prudent, il faut commencer le traitement. Si l'avidité est forte, ça veut dire que l'immunité est ancienne et qu'il y a moins de risques. Qu'est-ce qu'elle va montrer, l'imagerie? Donc deux choses, l'écho-TF et l'IRM. On cherche toujours les calcifications périventriculaires, on cherche les images vasculaires en candélabre, on cherche les microkystes, comme vous voyez ici, devant les flèches, vous avez des microkystes qui sont à peine visibles. Ce sont des éléments, ce sont des kystes qui sont périventriculaires. Ce sont des lésions qui sont assez évocatrices du CMV, même quand on n'a pas de contexte de comptage. Le traitement, bien sûr, c'est l'aciclovir, le ganciclovir. Dans ce cas-là, on utilise essentiellement le ganciclovir par voie intraveineuse. Le traitement est long. Il est très très lent, on traite minimum pendant 6 semaines, ça c'est le strict minimum. Alors il y a des protocoles bien sûr qui traitent pendant 6 semaines par voie intraveineuse, puis 3 mois à 6 mois par voie orale. Donc je répondrai aux questions dans ce cas-là si vous me le posez. La varicelle, il me reste 3 minutes 30. Donc la varicelle, c'est surtout une maladie de l'enfant. C'est une pathologie tout à fait bénigne chez l'enfant. Elle est très grave chez la femme enceinte. Pour deux raisons. D'abord parce que pour l'état de santé de la femme et pour l'état de santé du fœtus. Son incidence est faible, 0,7 à peu près pour 1000. Et voilà. Donc la contamination est rapide. Quand vous êtes en face à face, quand une femme enceinte est en face à face avec quelqu'un qui est porteur de la varicelle, il suffit de 5 minutes pour qu'elle soit contaminée. Si elle se retrouve dans la même pièce, par exemple comme ici, il faut 1 heure pour qu'elle soit contaminée. Et le taux de contamination, il dépend bien sûr du statut sérologique de la mère. Si la mère est séronégative, contamination est pratiquement à 90% des cas. Si la mère a un taux d'anticorps protecteur, elle sera moins contaminée. Et comment il s'appelle? Et là où la contagiosité est la plus importante, c'est quand au moment de l'éruption, enfin 2 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée, c'est-à-dire au moment des prodromes, et bien sûr au moment de l'éruption et quelques jours après l'éruption. Les complications sont assez variables, ça dépend de type. Parfois, vous avez des phétopathies, parfois vous avez des atteintes, une varicelle congénitale ou une varicelle néonatale. Le traitement, quand on a un statut de la mère qui est connu, négatif ou inconnu, on traite par la cyclovir. Dans le cas du doute, on traite par de la cyclovir. La même chose, 10 à 15 mg kg toutes les 8 heures, par voie intraveineuse. Si on n'a pas la voie intraveineuse, il faut multiplier les doses par 3 ou par 4 pour donner par la voie orale, ça veut dire 60 à 80 mg kg. Le risque fœtal, il évolue en fonction du moment de la contamination. Quand on prend cette échelle, par exemple, du suivi de la grossesse, vous voyez que quand la contamination se fait avant 20 semaines, vous avez le risque d'avoir une varicelle congénitale qui est très faible, qui existe, mais qui est très faible, avec une phétopathie. Vous avez des lésions de tout, cérébrales, cutanées, anomalies hépatiques, anomalies rénales, et ainsi de suite. En revanche, quand vous avez une contamination qui se fait après 37 semaines et à l'approche de la naissance, là, vous avez plus de risque de ce qu'on appelle une varicelle néonatale. Entre les deux, entre 20 semaines et 37 semaines, le risque de transmission est faible, mais si le fœtus est contaminé, il peut être asymptomatique à la naissance et développer par la suite un zola. La varicelle néonatale, là où le risque est le plus important, c'est J5, J-5 et J+2 au moment de l'accouchement.
si la mère a une varicelle 5 jours avant l'accouchement, ou elle développe des boutons 2 jours après la naissance, après l'accouchement, c'est là où vous avez la contamination parce qu'elle est en phase virémique. Et là, le nouveau-né peut développer une forme extrêmement sévère, la mère aussi d'ailleurs, parce que le risque de varicelle néonatale est de 25% dans ce cas-là, et vous avez une mortalité élevée parce que ce sont des enfants qui développent des pneumopathies extrêmement graves, avec des pneumopathies interstitielles, et qui peuvent mourir de détresse respiratoire grave, même dans les centres les plus équipés. Voilà, donc toute varicelle acquise avant J12, qui survient avant J12, est une varicelle qui est acquise en anténatal. Qu'est-ce qu'il faut faire chez la femme enceinte? Il me reste 3 secondes. Chez la femme enceinte, c'est toujours le même mécanisme. Regardez le statut immunitaire de la mère. Présence des anticorps, oui. Donc la mère a déjà fait de la varicelle ou elle est vaccinée. Aucun risque, il faut la rassurer. La mère n'a jamais fait de varicelle, elle a un taux d'anticorps négatif. Dans ce cas-là, il faut faire... comment il s'appelle? Elle a un taux d'anticorps négatif. Dans ce cas-là, on va voir par rapport au moment du comptage. Le comptage est arrivé 4 jours avant l'accouchement. Là, il faut commencer les immunoglobulines spécifiques, traiter le nouveau-né immédiatement. Si, par contre, la sérologie est négative, on rassure la famille et on fait strictement rien. La prise en charge des nouveau-nés, elle dépend bien sûr du comptage postnatal. Si l'enfant développe la varicelle après J28, on s'en fout, parce qu'il est entre J2 et J28, il est protégé par les anticorps maternels. Si la mère a des anticorps, auquel cas il n'y a aucun risque. Si la mère n'a pas d'anticorps, on sait que c'est une varicelle qui est acquise en anténatal, en tous les cas en pernatal. Dans ce cas-là, il faut le traiter comme l'autre, acyclovir, plus les immunoglobulines spécifiques. Okay. En moindre doute, il faut hospitaliser le nouveau-né pour commencer le traitement par acyclovir par voie intraveineuse. Je conclus en disant les infections virales congénitales sont rares, mais elles peuvent être graves. Donc, il ne faut pas les négliger. Il faut y penser devant toute anomalie morphologique ou biologique fétale. Le diagnostic est parfois tardif, en particulier dans le CMV qui peut donner des surdités tardives, et le traitement risque d'être lent. Parfois, quand vous traitez un CMV avec une atteinte, une choriorétinite, il faut prévoir pratiquement 6 mois de traitement. Et je vous remercie. Merci.